Madame Patricia se tenait à la porte, ses mains tremblaient comme celles de quelqu'un qui avait vu un fantôme, ses yeux étaient rouges et sauvages. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle murmurait pour elle-même, faisant les 100 pas comme un lion prêt à bondir. Elle ne cessait de regarder au coin de la rue, attendant que cette fille revienne. Pas sa fille, bien sûr, Patricia ne considérerait jamais cet enfant comme sa fille, juste un fardeau, une erreur que son défunt mari avait laissée derrière lui pour la punir. De loin, Agatha, 8 ans, traînait ses petites jambes vers la maison, portant son sac d'école qui semblait plus grand que tout son corps. Ses chaussures d'école avaient des trous et l'ourlet de sa jupe dansait dans le vent, montrant à quel point elle était déchirée. Mais même dans cet état, Agatha arborait un doux sourire, capable de faire fondre un cœur de glace. Si seulement Patricia en avait un. Le moment où Agatha aperçut sa belle-mère à la porte, son petit cœur fit un bond. « H.M. » murmura-t-elle pour elle-même. « Et celle-ci, elle m'attend comme ça, encore une fois, le pays des ennuis. Je dois me préparer mentalement. Peut-être qu'elle veut me verser de l'eau chaude cette fois ou m'utiliser pour s'entraîner à la lutte. » Pourtant, Agatha força un doux sourire et salua. « Bon après-midi, maman. » « Maman ?» Patricia siffla si fort que les oiseaux dans les arbres s'envolèrent. « Et tu oses m'appeler maman ? Que Dieu nous en préserve, mauvaise chose. » Agatha cligna des yeux, confuse. Elle avait affronté des gifles, des insultes, la famine. Mais cette énergie semblait différente. « Et toi, cet enfant moustique ?» cria Patricia en traînant un sac en nylon rempli des vêtements rugueux et des livres déchirés d'Agatha. « Tu quittes cette maison aujourd'hui. En fait, maintenant. » Agatha resta figée sur place. « Maman, qu'ai-je fait ? » « Oh, donc tu me demandes ce que tu as fait ? » Patricia roula des yeux de manière dramatique. « Tu existes. C'est ce que tu as fait. Tu marches de long en large comme si tu t'entraînais pour un marathon, tu manges ma nourriture comme si tu payais un loyer. Je suis fatiguée, Agatha. Fatiguée de ton wajala. » Agatha s'agenouilla immédiatement, les larmes déjà aux yeux. « Et s'il te plaît, maman, je n'ai nulle part où aller. Je promets d'être silencieuse. Je ne sortirai plus, je ne mangerai pas beaucoup, je dormirai même par terre. Mais ne me mets pas à la porte. » Mais Patricia rit. « Oh, ce rire maléfique. Tu répètes pour un film ? Garde les larmes. Peut-être gagneras-tu un Oscar. » Avant qu'Agatha ne puisse dire un autre mot, une gifle fit jerquer sa petite tête sur le côté. « Tu penses que c'est une blague ? Va dormir sous le pont. Va mendier dans la rue. Dors dans une poubelle, pour ce que j'en ai à faire. Au moins, les rats te tiendront compagnie là-bas. Mais pas dans cette maison. Je veux la paix, pas la pitié. » Agatha tint sa joue brûlante et leva les yeux vers la femme qui lui avait autrefois donné du lait pour bébé. La même femme qui lui plaçait les cheveux et lui racontait des contes de fées jusqu'à la mort de son père. Je ne sais même pas pourquoi ton esprit inutile est encore dans ce composé. Fais ton sac et pars. Ce n'est pas un hôtel. Les portes grinçantes s'ouvrirent. Patricia jeta le sac comme des ordures. Va et découvre le monde, Agatha. Puisque tu aimes tant marcher, eh bien, vas-y. Avec des mains tremblantes, Agatha ramassa son sac, se retourna lentement et s'éloigna. Où irait-elle ? Elle ne savait pas. Mais Patricia ne s'en souciait pas. Pas le moins du monde. La nuit tomba comme une couverture lourde. La rue était calme. Les voitures avaient cessé de circuler. Les magasins étaient fermés et même les chiens errants avaient trouvé des coins pour se blottir et dormir. Mais pas Agatha. La fillette de 8 ans était allongée devant un magasin fermé, son sac comme oreiller et le sol froid comme matelas. Les moustiques dansaient autour d'elle, piquant ses jambes maigres. Mais elle ne broncha même pas. Elle fixait simplement le ciel, les yeux grands ouverts, regardant les étoiles comme si l'une d'elles pouvait descendre et l'emmener loin. Personne pour la border. Pas d'histoire au coucher, pas de nourriture dans l'estomac, juste de la douleur dans le cœur. Puis elle commença à fredonner, d'abord une mélodie lente que son père avait l'habitude de lui chanter quand la vie était encore douce. Quand l'amour vivait encore dans sa maison, ses lèvres tremblaient. Sa voix se brisa, mais elle continua. Soudain,
elle ne fredonnait plus. Elle chantait. Maman, où es-tu? Papa, tu me manques. Le monde est froid, mais je souris encore. La chanson flottait dans l'air comme une âme perdue à la recherche de réconfort. Caché dans l'ombre, à quelques pieds de là, un gardien qui se reposait près de son poste de sécurité se redressa. Il était à moitié endormi lorsque la voix attira son attention. Il cligna des yeux. Qui chantait ainsi à cette heure? Cette voix si pure, si pleine de douleur, comme un oiseau blessé appelant à l'aide. Il se leva, prit sa lampe torche et suivit discrètement le son. En tournant le coin, son cœur s'arrêta presque. Là, allongée sur le béton nu, pieds nus et enveloppée de tristesse, se trouvait une petite fille qui chantait. La lumière de la rue tombait sur son petit visage et il pouvait maintenant voir les larmes sécher sur ses joues. Il ne dit pas un mot. Il se contenta de rester là, à écouter. Chaque ligne de la chanson portait une douleur qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. Chaque note racontait une histoire de cruauté, de rejet, de solitude. Elle chantait comme quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Et bien qu'elle n'ait que 8 ans, le monde lui avait déjà appris à survivre à un cœur brisé. Le gardien avala difficilement, essayant de ne pas pleurer. Il avait vu des orphelins. Il avait vu des mendiants. Mais celle-ci le touchait différemment. Elle ressemblait à quelqu'un qui ne méritait pas la douleur qu'elle portait. Il voulait parler. Il voulait poser des questions. Il voulait la porter à l'intérieur. Mais il resta immobile, la bouche à moitié ouverte, figé par l'émotion brute qui sortait de ce petit cœur brisé. Elle chanta une dernière ligne et se retourna lentement sur le côté. Puis le silence. Seul le son des grillons subsistait. La nuit avala sa voix. Puis le gardien retourna à son poste de service, toujours secoué par la chanson qu'il venait d'entendre. La voix de la petite fille résonnait dans son esprit comme un fantôme refusant de partir. Il se frotta les yeux et soupira profondément. « Pauvre enfant », murmura-t-il. « Le monde ne t'a pas été clément du tout. » Il s'appuya contre sa chaise, le silence de la nuit revenant, rompu seulement par le ululement occasionnel d'une chouette ou la brise nocturne passant. Mais soudain, un bruit sourd. Un grincement aigu. Un bruit sec comme des chaussures raclant le béton, comme quelque chose qui tombe, comme une lutte. Il se leva instantanément, mouillé et inquiet. Il attrapa sa lampe torche et courut vers l'endroit où Agatha s'était allongée plus tôt, mais elle avait disparu. Ses yeux s'élargirent de panique. Il balaya sa lumière tout autour. À gauche, à droite, sous les voitures, derrière la grille du magasin. Rien, pas même son sac. Elle était là il y a un instant. Maintenant, murmura-t-il, choqué, se grattant la tête. Où cette fille est-elle passée? Elle a disparu. Il ne savait pas que quelques instants plus tôt, 2 hommes vêtus de capuches noires s'étaient approchés dans l'obscurité. Agatha était toujours éveillée, essuyant silencieusement les larmes de ses yeux, lorsqu'une grande main couvrit soudain sa bouche. Avant qu'elle ne puisse même crier, une autre main lui saisit les jambes. Sa bouche fut rapidement scellée avec du ruban adhésif, ses mains solidement ligotées avec une corde, et elle fut soulevée comme un sac de riz dans une voiture noire aux vitres teintées. À l'intérieur de la voiture, son petit corps tremblait de peur. Son uniforme scolaire était déjà sale à cause du traînage brutal sur le sol. L'une de ses chaussures était tombée pendant la lutte. Elle essaya de crier. Rien ne sortit. Elle essaya de donner des coups de pied. Ses jambes étaient maintenues. Des larmes coulèrent sur son visage, trempant le ruban adhésif autour de sa bouche. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait rapidement, son petit cœur battant comme un tambour à l'intérieur d'elle. Les 2 hommes dans la voiture la regardèrent et éclatèrent d'un rire cruel. Et une petite fille comme ça, se moqua l'un d'eux en mâchant bruyamment du chewing-gum. Elle n'a même pas de viande sur le corps. L'autre dit, en la poussant avec un bâton, regarde comme elle tremble comme une feuille. Tu vas bientôt savoir pourquoi on t'emmène. Ils rirent à nouveau tandis que la voiture continuait à foncer sur les routes solitaires, plus profondément dans la nuit. Après un long trajet silencieux, la voiture s'arrêta enfin près d'un vieux entrepôt. Le genre que les gens craignaient même en plein jour. L'un des hommes ouvrit la porte, porta Agatha comme un sac de haricots et la jeta sur le sol poussiéreux et froid à l'intérieur de l'entrepôt.
Ils la traînèrent jusqu'à un épais poteau métallique et lui attachèrent les mains derrière. Elle essaya de bouger. Elle essaya de crier, mais tout était scellé. Sa voix, sa liberté, sa sécurité. Les hommes reculèrent, riant à nouveau. Maintenant, tu vas rester ici, dit l'un d'eux en la désignant comme une blague. Tu vas chanter pour ta vie jusqu'à ce que tu sois fatigué. Agatha était assise là, impuissante, sale, ligotée, réduite au silence. Une petite fille qui voulait juste rentrer à la maison. Mais la maison n'existait plus. Et maintenant, quelque chose de bien pire venait de commencer. À l'intérieur de l'entrepôt sombre et poussiéreux, Agatha était assise, attachée au poteau, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Elle était épuisée, sale, effrayée, mais toujours en vie. L'un des hommes s'approcha d'elle lentement, mâchant quelque chose et regardant avec ennui. « Cet endroit est ennuyeux ce soir », murmura-t-il en enlevant brutalement le ruban adhésif de ses lèvres. « Faisons-la chanter, la petite. Faisons-lui dire le numéro de téléphone de sa maman. Appelons-les, menaçons-les. De toute façon, nous allons obtenir de l'argent. » Un autre rit. « Sûr, son papa va bien payer pour sa belle-fille. » Agatha grimace. Ses lèvres étaient sèches et gercées, et le ruban adhésif avait laissé des marques rouges. Les hommes s'attendaient à ce qu'elle crie, pleure ou supplie. Mais Agatha ne fit rien de tout cela. Au lieu de cela, elle leva lentement les yeux vers eux, les yeux remplis de douleur et d'innocence. Puis, d'une voix tremblante, elle commença à chanter. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas fancy, mais cela portait le poids d'un cœur brisé. Je n'ai peut-être pas la main d'un père, pas de sourire de mère pour m'aider à me tenir debout, mais je crois de tout mon cœur que Dieu n'est pas trop loin, il n'est pas trop loin. Ils disent que je suis petite. Ils disent que je suis faible, mais j'ai des rêves que je vais chercher. Même si les nuits semblent longues et froides, mon histoire est la mienne. Elle sera racontée. J'ai encore une chance. J'ai encore une voix. Même si le monde dit que je n'ai pas le choix, les mains de Dieu sont grandes, non tenues par le manque. Ce que je n'ai pas ne me retiendra pas. J'atteindrai le ciel. Je grimperai si haut. Si je tombe, j'apprendrai encore à voler. Je les rendrai fiers. Ceux qui sont partis maintenant. Je brillerai si fort comme le soleil du matin. Ne dites pas que je ne peux pas. Je sais que je peux. Je suis encore un enfant, mais j'ai un plan. La route est rude. La douleur est réelle. Mais je ne m'arrêterai pas. Je me lèverai. Je guérirai. J'ai encore une chance. J'ai encore une chanson. Même si j'ai été seule pendant longtemps, le ciel me voit. Dieu connaît mon nom. Je ne suis pas oubliée. Je gagnerai ce jeu. Alors laissez-moi marcher. Ne me retenez pas. Un jour, je porterai une couronne de vainqueur. Pour chaque orphelin qui se sent bas, il y a des graines d'espoir. Regardez-nous grandir. La pièce devint silencieuse. Pas même un tout sautement. 4 de ses ravisseurs étaient assis à quelques pieds de là, mais aucun d'eux ne parla. Un par un, leurs expressions changèrent. Les rires d'avant avaient disparu. La fierté de leur méchanceté s'était fissurée. Des larmes coulèrent sur la joue d'un homme, sa capuche tirée bas sur son visage. Un autre se retourna rapidement, essayant de cacher le reniflement dans son nez. Le troisième se tenait debout, les mains sur la tête, marchant de manière confuse comme quelqu'un perdu dans son propre souvenir. Le quatrième était simplement assis sur une caisse en plastique, figé, les lèvres entr'ouvertes, les yeux fixés sur la petite fille. Puis, finalement, l'un d'eux parla. « Je suis devenu un voleur parce que personne ne s'est jamais soucié de savoir si je mangeais ou si je mourais, dit-il, la voix tremblante. Ils m'ont dit que les garçons ne pleurent pas, mais je pleure toutes les nuits. » Le second hocha lentement la tête, les larmes continuant à couler. « Moi aussi. Moi aussi, je dormais sous un pont quand j'avais 10 ans. Pas de famille, pas de maison, juste de la colère. C'est tout ce que j'avais. » Ils se regardèrent. Puis ils la regardèrent. Cette petite fille, ligotée, blessée, sans abri. Pourtant, sa voix guérissait des blessures qu'il ne savait même pas qu'il portait encore. Agatha ne cessa de chanter.
Ses yeux étaient fermés, les larmes coulant sur ses joues. Mais sa voix devint plus forte à chaque ligne. Elle ne chantait pas seulement son histoire. Elle chantait aussi la leur. Et pour la première fois depuis des années, 4 hommes brisés se souvinrent qu'ils avaient autrefois un cœur. Mais comme toujours, les émotions ne paient pas les factures, surtout pas dans le monde dans lequel ils vivaient. Ils se regardèrent et firent signe silencieusement, sortant de l'entrepôt dans la nuit froide. L'un d'eux se frotta la nuque et murmura, « On dirait que cette fille n'est pas orpheline comme nous. » Un autre plissa les yeux vers la lumière de la lune et ricana. « Orpheline ? Elle a l'air trop propre pour ça. As-tu vu son uniforme scolaire et ses nattes bien faites ? Celle-là, c'est une école privée, ça se voit. » Le troisième, qui avait une dent écartée et aimait toujours les faits, secoua la tête, oublie la propreté. Comment pouvons-nous être sûrs que quelqu'un va payer une rançon ? Et si c'est juste un membre de l'église qui la sponsorise ? Le dernier, silencieux depuis la chanson, parla d'une voix basse et ferme, « Cette fille, c'est le jackpot. Si l'oncle T approuve, nous ne frappons pas. » Les 3 autres hochèrent lentement la tête, mais celui qui avait la langue la plus rapide ajouta rapidement, « Mais testons-le un peu. Essayons d'appeler pour une rançon. Un gros montant pourrait apparaître. Si nous avons de la chance, la personne va paniquer et offrir tout. » Il sourit méchamment et craqua ses jointures. Une petite fille, un coup de téléphone, une grande percée. Alors qu'il se dirigeait vers l'intérieur, aucun d'eux ne remarqua qu'elle avait cessé de chanter. Elle était simplement assise là, silencieuse, mais ses yeux n'étaient plus seulement effrayés. Ils observaient, apprenaient, attendaient. Dès qu'ils franchirent à nouveau le seuil de l'entrepôt, Agatha leva lentement la tête, sa voix douce, trop calme pour son âge, « Je suis une orpheline comme vous. » Les hommes se figèrent. « Ma mère est morte en me donnant naissance, » continua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Et mon père, il est mort il y a 6 mois. Il avait déjà payé mes frais de scolarité avant cela. C'est pourquoi je continuais à aller à l'école. » Elle renifla et les regarda avec des yeux pleins de larmes. « Mais quand je suis rentrée de l'école aujourd'hui, ma belle-mère m'a dit de sortir. Elle m'a dit de ne jamais revenir. » Il y eut un silence. Un silence pur. L'un des hommes, le plus petit parmi eux avec des dreadlocks rugueux, halta et siffla bruyamment, « Pas vrai ? Tu es une vraie orpheline. » Un autre, qui portait toujours un bandana rouge, leva les mains de manière dramatique, « Pas mal, le marché est comme ça. Nous disions que nous avions besoin d'une petite fille pour gagner de l'argent. Maintenant, regarde celle que nous avons prise. Elle est pire que nous. » Il se frotta le ventre vide, « Nous avons faim. Pas de nourriture, pas d'aide. Sais-tu pourquoi nous faisons ces conneries en premier lieu ? » Puis, le plus grand, avec un téléphone fissuré, s'écarta et composa rapidement un numéro. Il parla à voix basse, mais Agatha pouvait encore entendre des morceaux de la conversation. « Patron T, j'ai une sœur que je veux te présenter. Elle est belle. » « Bien, bien, petite mais propre. »« Oui, monsieur. Nous serons sur la route dès l'aube. » Alors qu'il mettait fin à l'appel, un autre ravisseur se tourna vers lui et dit d'un ton sombre, « Si ce n'est pas le jackpot pour nous, tu vas vivre. Mais si le patron T sait ce qui est bon, tu vas commencer à creuser ta propre tombe. » Des rires suivirent, mais ce n'était pas drôle. Les petites épaules d'Agatha tremblaient. Des larmes coulaient sur son visage. « Ils vont me vendre, » murmura-t-elle pour elle-même. Sa voix était à peine audible, mais elle résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Le lendemain, alors que le fourgon s'engageait dans un grand complexe avec de hautes grilles, Agatha regarda autour d'elle et cligna des yeux, surprise. Il y avait beaucoup de jeunes filles et de garçons dispersés, certains discutant, d'autres balayant, d'autres simplement fixant le vide comme si leurs âmes étaient parties en vacances. Son cœur battait la chamade, mais elle avala sa peur et resta ferme. À l'intérieur, les 4 ravisseurs chuchotèrent rapidement à un homme vêtu d'un CF blanc et de lunettes de soleil foncé. L'oncle T écouta avec les bras croisés, puis agita soudain la main. « Amenez-la. » Agatha fut conduite dans un salon privé avec des rideaux rouges épais et des chaises dorées qui semblaient appartenir à un roi, si le roi était aussi un criminel. Oncle T s'assit, la regardant attentivement. « Agatha, j'ai entendu dire que tu savais chanter,
dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Alors chante pour moi. Le souffle d'Agatha se bloqua dans sa gorge. Puis elle ferma les yeux. Elle se souvint du sourire de son père, du visage vide de sa mère qu'elle n'avait jamais connu, et elle commença à chanter. Sa voix remplit la pièce comme le vent balayant une terre aride, brute, émotionnelle, brisée, mais audacieuse. Ses paroles étaient simples, mais elles portaient du poids. Je n'ai peut-être pas la main d'un père, pas de sourire de mère pour m'aider à me tenir debout, mais je crois de tout mon cœur que Dieu n'est pas trop loin, il n'est pas trop loin. Ils disent que je suis petite. Ils disent que je suis faible, mais j'ai des rêves que je vais chercher. Même si les nuits semblent longues et froides, mon histoire est la mienne. Elle sera racontée. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne s'arrêta pas. Et puis, l'oncle T halta. Il se pencha en avant comme si sa voix venait de chasser le diable hors de lui. Waouh, dit-il en clignant des yeux rapidement. Agatha, tu dois assister au spectacle aujourd'hui. C'est une émission de télévision en direct. Grand public, couverture nationale. Il applaudit fort. Grace, habille-la. Assure-toi qu'elle ait l'air d'une star. Elle vient avec nous aujourd'hui. Une jeune femme de chambre se précipita et hocha la tête. Mais à l'extérieur de la pièce, un autre type de tempête se préparait. Les autres filles, surtout celles qui s'étaient entraînées et répétées pendant des mois, grognaient bruyamment. « Qui est cette nouvelle fille qui vient de tomber du ciel ?» siffla l'une d'elles. « Elle ne va pas porter notre spectacle sans même savoir ce que nous avons traversé. » Une autre ricana. Pendant ce temps, les 4 hommes qui avaient kidnappé Agatha se tenaient près de la porte, sans voix. « Attends, » murmura l'un d'eux. « Cette fille n'est pas une star de la télévision maintenant. » De kidnapper à la caméra ? Non, c'est un petit jackpot. Celui avec le téléphone fissuré marmonna, dans un coffre plein, nous sommes tombés. L'oncle T était assis sur le canapé, les jambes croisées, les yeux perçants comme un faucon. Et Elliot, dit-il en fronçant légèrement les sourcils. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais dit que tu avais une petite sœur auparavant ? Tu viens ici laver mes voitures et tu ne m'as jamais parlé d'elle. Elliot avait l'air confus, transpirant instantanément. Patron, je ne... Mais avant qu'il ne puisse finir, l'un des gars intervint rapidement. Patron, le moment de la fille vient d'arriver. Aujourd'hui, son destin commence. L'oncle T sourit lentement, les yeux toujours fixés sur Elliot. Puis, avec un rire calme, il plongea la main dans sa poche et en sortit une liasse de billets frais. Il en compta quelques-uns et les lui tendit. Prends. Nettoyez-vous tous. Vous venez avec nous. Vous verrez votre petite sœur en direct sur scène aujourd'hui. Les yeux des hommes s'élargirent comme ceux de chiots à qui on donne des os. Merci, patron. Alors qu'ils sortaient, il y eut un long silence parmi eux. Puis l'un d'eux murmura entre ses dents, c'est ainsi qu'Agatha est devenue notre sœur. Un autre hocha rapidement la tête. Nous allons la protéger avec nos vies. Elliot sourit largement pour la première fois depuis longtemps. Enfin, nous avons un travail. Ils se tournèrent tous vers lui, surpris. Quel travail ? demanda l'un d'eux. Elliot gonfla sa poitrine. Les gardiens du corps d'Agatha. Orpheline ? Elle a l'air trop propre pour ça. As-tu vu son uniforme scolaire et ses nattes bien faites ? Celle-là, c'est une école privée, ça se voit. Le troisième, qui avait une dent écartée et aimait toujours les faits, secoua la tête, oublie la propreté. Comment pouvons-nous être sûrs que quelqu'un va payer une rançon ? Et si c'est juste un membre de l'église qui la sponsorise ? Le dernier, silencieux depuis la chanson, parla d'une voix basse et ferme, « Cette fille, c'est le jackpot. Si l'oncle T approuve, nous ne frappons pas. » Les 3 autres hochèrent lentement la tête, mais celui qui avait la langue la plus rapide ajouta rapidement, « Mais testons-le un peu. Essayons d'appeler pour une rançon. Un gros montant pourrait apparaître. Si nous avons de la chance, la personne va paniquer et offrir tout. » Il sourit méchamment et craqua ses jointures. Une petite fille, un coup de téléphone, une grande percée. Alors qu'il se dirigeait vers l'intérieur, aucun d'eux ne remarqua qu'elle avait cessé de chanter. Elle était simplement assise là,
silencieuse, mais ses yeux n'étaient plus seulement effrayés. Ils observaient, apprenaient, attendaient. Dès qu'ils franchirent à nouveau le seuil de l'entrepôt, Agatha leva lentement la tête, sa voix douce, trop calme pour son âge. « Je suis une orpheline comme vous. » Les hommes se figèrent. « Ma mère est morte en me donnant naissance, » continua-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Et mon père, il est mort il y a 6 mois. Il avait déjà payé mes frais de scolarité avant cela. C'est pourquoi je continuais à aller à l'école. » Elle renifla et les regarda avec des yeux pleins de larmes. « Mais quand je suis rentrée de l'école aujourd'hui, ma belle-mère m'a dit de sortir. Elle m'a dit de ne jamais revenir. » Il y eut un silence. Un silence pur. L'un des hommes, le plus petit parmi eux avec des dreadlocks rugueux, halta et siffla bruyamment, « Pas vrai? Tu es une vraie orpheline. » Un autre, qui portait toujours un bandana rouge, leva les mains de manière dramatique, « Pas mal, le marché est comme ça. Nous disions que nous avions besoin d'une petite fille pour gagner de l'argent. Maintenant, regarde celle que nous avons prise. Elle est pire que nous. » Il se frotta le ventre vide, « Nous avons faim. Pas de nourriture, pas d'aide. Sais-tu pourquoi nous faisons ces conneries en premier lieu ?» Puis, le plus grand, avec un téléphone fissuré, s'écarta et composa rapidement un numéro. Il parla à voix basse, mais Agatha pouvait encore entendre des morceaux de la conversation. « Patron T, j'ai une sœur que je veux te présenter. Elle est belle. » « Bien, bien, petite mais propre. »« Oui, monsieur. Nous serons sur la route dès l'aube. » Alors qu'il mettait fin à l'appel, un autre ravisseur se tourna vers lui et dit d'un ton sombre, « Si ce n'est pas le jackpot pour nous, tu vas vivre. Mais si le patron T sait ce qui est bon, tu vas commencer à creuser ta propre tombe. » Des rires suivirent, mais ce n'était pas drôle. Les petites épaules d'Agatha tremblaient. Des larmes coulaient sur son visage. « Ils vont me vendre » murmura-t-elle pour elle-même. Sa voix était à peine audible, mais elle résonna dans l'air comme un coup de tonnerre. Le lendemain, alors que le fourgon s'engageait dans un grand complexe avec de hautes grilles, Agatha regarda autour d'elle et cligna des yeux, surprise. Il y avait beaucoup de jeunes filles et de garçons dispersés, certains discutant, d'autres balayant, d'autres simplement fixant le vide comme si leurs âmes étaient parties en vacances. Son cœur battait la chamade, mais elle avala sa peur et resta ferme. À l'intérieur, les 4 ravisseurs chuchotèrent rapidement à un homme vêtu d'un CF blanc et de lunettes de soleil foncé. L'oncle T écouta avec les bras croisés, puis agita soudain la main. « Amenez-la. » Agatha fut conduite dans un salon privé avec des rideaux rouges épais et des chaises dorées qui semblaient appartenir à un roi, si le roi était aussi un criminel. Oncle T s'assit, la regardant attentivement. « Agatha, j'ai entendu dire que tu savais chanter, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Alors chante pour moi. » Le souffle d'Agatha se bloqua dans sa gorge. Puis elle ferma les yeux. Elle se souvint du sourire de son père, du visage vide de sa mère qu'elle n'avait jamais connu, et elle commença à chanter. Sa voix remplit la pièce comme le vent balayant une terre aride, brute, émotionnelle, brisée, mais audacieuse. Ses paroles étaient simples, mais elles portaient du poids. Je n'ai peut-être pas la main d'un père, pas de sourire de mère pour m'aider à me tenir debout, mais je crois de tout mon cœur que Dieu n'est pas trop loin, il n'est pas trop loin. Ils disent que je suis petite. Ils disent que je suis faible, mais j'ai des rêves que je vais chercher. Même si les nuits semblent longues et froides, mon histoire est la mienne. Elle sera racontée. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne s'arrêta pas. Et puis, l'oncle T halta. Il se pencha en avant comme si sa voix venait de chasser le diable hors de lui. « Waouh » dit-il en clignant des yeux rapidement. « Agatha, tu dois assister au spectacle aujourd'hui. C'est une émission de télévision en direct. Grand public, couverture nationale. » Il applaudit fort. « Grace, habille-la. Assure-toi qu'elle ait l'air d'une star. Elle vient avec nous aujourd'hui. » Une jeune femme de chambre se précipita et hocha la tête. Mais à l'extérieur de la pièce, un autre type de tempête se préparait. Les autres filles, surtout celles qui s'étaient entraînées et répétées pendant des mois, grognaient bruyamment. « Qui est cette nouvelle fille qui vient de tomber du ciel ?» siffla l'une d'elles. « Elle ne va pas porter notre spectacle sans même savoir ce que nous avons traversé. »
Une autre ricana. Pendant ce temps, les 4 hommes qui avaient kidnappé Agatha se tenaient près de la porte, sans voix. « Attends » murmura l'un d'eux. « Cette fille n'est pas une star de la télévision maintenant. » De kidnapper à la caméra ? Non, c'est un petit jackpot. Celui avec le téléphone fissuré marmonna, dans un coffre plein, nous sommes tombés. L'oncle T était assis sur le canapé, les jambes croisées, les yeux perçants comme un faucon. Et Elliot, dit-il en fronçant légèrement les sourcils. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais dit que tu avais une petite sœur auparavant ? Tu viens ici laver mes voitures et tu ne m'as jamais parlé d'elle. Elliot avait l'air confus, transpirant instantanément. Patron, je ne... Mais avant qu'il ne puisse finir, l'un des gars intervint rapidement. Patron, le moment de la fille vient d'arriver. Aujourd'hui, son destin commence. L'oncle T sourit lentement, les yeux toujours fixés sur Elliot. Puis, avec un rire calme, il plongea la main dans sa poche et en sortit une liasse de billets frais. Il en compta quelques-uns et les lui tendit. Prends. Nettoyez-vous tous. Vous venez avec nous. Vous verrez votre petite sœur en direct sur scène aujourd'hui. Les yeux des hommes s'élargirent comme ceux de chiots à qui on donne des os. Merci, patron. Alors qu'ils sortaient, il y eut un long silence parmi eux. Puis l'un d'eux murmura entre ses dents, c'est ainsi qu'Agatha est devenue notre sœur. Un autre hocha rapidement la tête. Nous allons la protéger avec nos vies. Elliot sourit largement pour la première fois depuis longtemps. Mais enfin, nous avons un travail. Ils se tournèrent tous vers lui, surpris. Quel travail ? Demanda l'un d'eux. Elliot gonfla sa poitrine. Les gardiens du corps d'Agatha. C'est une affaire illégale maintenant. Ils rirent tous, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient qu'ils ne laisseraient plus jamais rien faire de mal à Agatha. Pendant ce temps, loin de là, dans un petit salon avec une télévision poussiéreuse, Patricia s'éventait avec un magazine tandis que ses enfants, Daniel et Elvina, zappaient paresseusement entre les chaînes jusqu'à ce qu'ils tombent sur une diffusion en direct de l'émission Rising Star. Ils ne prêtaient pas beaucoup d'attention jusqu'à ce que la caméra zoome sur le visage marqué de larmes de la fille tenant le trophée. Quelque chose dans sa voix évoqua un souvenir. Elvina se pencha en avant. « Maman, ce n'est pas... » Puis vint la voix de l'animateur, claire et forte à travers les haut-parleurs, et le gagnant de Rising Star 2025 est... Agatha. Le ventilateur tomba des mains de Trisha et s'écrasa sur le sol. Non, ce ne peut pas être ce nom, ce visage, cette voix. Elle se leva brusquement, les yeux fixés sur l'écran, le cœur battant. Le visage de Patricia devint pâle. Oh, la fille que j'ai mise à la porte hier ? Non, non, elle est toujours ma fille. C'est Agatha. Je suis sa mère. Elvina la regarda, confuse. Maman, ne l'as-tu pas mise à la porte hier ? L'expression de Patricia changea. Fureur, incrédulité, puis avidité. Demain, nous la retrouvons avant que quelqu'un d'autre ne la réclame. Elle ne pleura pas. Elle ne ressentit pas de pitié. Elle vit simplement de la valeur dans la fille qu'elle avait autrefois rejetée. Alors qu'Agatha sortait du grand auditorium, baignée de lumière et d'acclamations, le monde l'attendait. Des journalistes tendaient des microphones comme des torchers. Les flashs des caméras clignotaient comme des étoiles dans le ciel et la diffusion en direct continuait. Un journaliste aux yeux larmoyants et à la voix tremblante posa la question que le monde se posait. « Vous avez chanté si magnifiquement aujourd'hui, mais nous ne pouvons nous empêcher de demander, êtes-vous une orpheline ?» Agatha s'arrêta. Ses yeux brillèrent, et pendant un instant, elle regarda au-delà des caméras, au-delà de la foule, vers un endroit que seule elle connaissait, le devant de magasin tranquille où elle avait dormi la nuit précédente, froide, affamée et brisée. Puis elle hocha lentement la tête et, d'une voix fragile mais ferme, elle parla. « Ma mère est morte le jour de ma naissance. Je ne l'ai jamais connue. Mon père m'a élevée seule pendant 1 an avant de se remarier, et il est décédé il y a 6 mois. J'ai vécu avec ma belle-mère depuis lors. Mais hier, elle m'a mise à la porte, comme ça. » Des murmures et des chuchotements traversèrent la foule. Mais Agatha n'avait pas fini. « Mon père m'a dit un jour que j'avais commencé à chanter avant même de pouvoir parler clairement. Il disait que ma voix le réconfortait après la perte de ma mère.
Mais ma belle-mère, elle détestait ça. Elle me battait chaque fois que je chantais. Parfois, on me privait de nourriture, je manquais l'école. J'ai dormi dehors sur le perron tant de fois, surtout quand mon père était en voyage d'affaires. J'étais punie juste pour avoir trop chanté. Elle prit une inspiration tremblante, puis continua avec un mélange de douleur et de fierté. Hier, avant d'être mise à la porte, mon professeur avait appelé ma belle-mère pour lui demander si je pouvais rester plus longtemps à l'école pour un concours de musique. Elle a accepté au téléphone, mais quand je suis rentrée à la maison, elle m'attendait à la porte et m'a enfermée dehors. Elle savait que je n'avais personne d'autre. Pas d'oncle, pas de tante, rien. Alors j'ai dormi par terre devant un magasin, sans rien d'autre que les étoiles et ma voix. J'ai fredonné doucement, puis j'ai chanté. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Cette même voix qu'il voulait faire taire m'a amené ici. Les journalistes avaient du mal à retenir leurs larmes. Certains caméramens baissèrent leurs appareils, leurs objectifs tremblants. Un journaliste murmura, « Elle n'est pas seulement une voix, c'est un miracle. » Pendant ce temps, dans le salon de Patricia, la télévision hurlait des applaudissements, mais la pièce était silencieuse. Patricia était figée, les mains tremblantes, la bouche légèrement ouverte d'incrédulité. Ses enfants fixaient l'écran, puis se tournèrent lentement vers elle. À l'écran, le visage innocent d'Agatha rayonnait de larmes et de fierté. Sa voix, cette même voix qui résonnait autrefois faiblement de la cour arrière alors qu'elle frottait les sols, émut des millions de personnes. Le cœur de Patricia tonna. Mais au lieu de la culpabilité ou du remords, la rage bouillonnait. Elle serra les dents, agrippa le bord du canapé et siffla, « Il faut faire taire cette fille. » Lavina cligna des yeux. « Maman, elle dit juste la vérité. » « La vérité ?» Patricia s'exclama, sa voix montant d'un ton. Elle m'a fait passer pour un monstre à la télévision nationale. Daniel murmura entre ses dents, « Mais tu l'as bien mise à la porte, non ?» Les yeux de Patricia se rétrécirent. Elle veut de la célébrité, elle veut de la pitié. Mais sans moi, elle serait morte. Je lui ai tout donné ce que sa mère ne pouvait pas lui donner. Et tu lui as aussi donné des bleus, dit Lavina doucement. Patricia attrapa la télécommande et éteignit la télévision d'un clic sec. Demain, nous la retrouvons avant que le monde ne fasse d'elle une star et n'oublie qui elle possède. La pièce retomba dans le silence. Mais quelque part, loin de là, dans une chambre d'hôtel confortable remplie de félicitations et de nouveaux débuts, Agatha glissait déjà dans un bain chaud préparé par la femme de ménage de l'oncle T. La fille qui avait été réduite au silence était désormais la voix que la nation ne pouvait plus cesser d'écouter. Et ce n'était que le début. À la résidence de l'oncle T, le grand portail doré du domaine de l'oncle T se dressait, imposant et intimidant. Une voiture noire s'arrêta, poussiéreuse du trajet précipité à travers la ville. Patricia en descendit la première, l'air anxieux mais feignant la confiance. Sa fille Elvina portait des lunettes surdimensionnées et un visage rempli de fureur silencieuse, tandis que Daniel, le plus jeune, avait l'air incertain mais déterminé. Un gardien de sécurité s'avança, son uniforme impeccable. « Bonjour madame, qui cherchez-vous » ? « Nous sommes ici pour voir Agatha, » répondit Patricia brusquement. Il dit à l'oncle T que sa mère et ses frères et sœurs sont là. Le gardien leva un sourcil. « Sa mère ? Oui, vous m'avez entendu. Maintenant, allez-y. » Il recula, passa un rapide coup de fil et quelques minutes plus tard, l'oncle T lui-même marchait calmement vers le portail, vêtu d'une chemise blanche impeccable, les mains dans les poches. « Ah, Madame Patricia, c'est ça ?» Patricia força un sourire. « Oui, je suis venue pour ma fille, Agatha. » Le sourire de l'oncle T disparut. « Votre quoi ? » ?»« Ma fille. Je sais qu'elle est ici. Le monde l'a vue à la télévision hier soir. Nous l'avons regardée depuis notre maison. » L'oncle T croisa les bras. « Votre maison ?» Sa voix était froide maintenant. « Intéressant, car elle nous a dit que vous l'aviez mise à la porte hier. » Elvina s'avança. « Écoutez, monsieur, nous ne sommes pas venus ici pour nous disputer. Nous voulons juste voir notre sœur. » Daniel ajouta, « Nous sommes sa famille. Nous avons tous les droits. » L'oncle T secoua la tête calmement. « Je suis désolé,
mais elle n'est pas ici. Patricia cligna des yeux. Que voulez-vous dire par là, elle n'est pas ici? Elle est actuellement dans un hôtel sécurisé, sous surveillance, et elle ne souhaite voir personne pour le moment. Vous vous entendez, s'exclama Lavina. Vous refusez à une mère l'accès à son enfant? L'oncle T resta silencieux. Vous ne pouvez pas faire ça, dit Daniel. Nous allons porter plainte. Nous allons porter cela devant les tribunaux. Vous n'avez aucun droit de la retenir. L'oncle T leva un sourcil. Vous voulez porter plainte? Patricia releva le menton. Oui. Il s'avança, sa voix basse mais claire. Vous êtes les bienvenus pour le faire, mais j'espère que les tribunaux écouteront aussi lorsqu'elle témoignera de la façon dont elle a été mise à la porte comme un chien errant, de la façon dont elle a dormi dans la rue, de la façon dont elle a été battue chaque fois qu'elle osait chanter. Peut-être que le public aimerait aussi entendre son histoire complète. En direct, comme hier soir. Le sourire de Patricia se fissura. Elvina bouillait. Nous ne nous laisserons pas intimider par un manager avec des gardiens du corps. Vous utilisez sa voix pour gagner de l'argent et vous coupez sa vraie famille. Non, dit l'oncle T, aussi calme que jamais. J'utilise sa voix pour lui donner ce que none of you ever did, une chance. Silence. Puis Patricia siffla, elle reviendra vers nous. Vous verrez. L'oncle T sourit avec lassitude, pas si elle ne le veut pas. Il fit un signe aux gardes, veuillez raccompagner nos visiteurs. Alors que les portes se refermaient lentement, Patricia se tourna vers ses enfants, peu importe ce qu'il faudra, je veux que cette fille revienne sous mon toit. Vous m'entendez? Ce nom, Agatha, ne doit pas m'être enlevé. Elvina ne répondit pas. Mais pour la première fois, elle se demanda si Agatha devait vraiment revenir. 2 semaines plus tard, cela faisait 2 semaines qu'Agatha avait touché les cœurs de toute la nation. Et maintenant, elle était de retour de Nairobi, où elle avait fièrement représenté le Nigeria au sommet des jeunes talents. Des photos d'elle chantant lors du sommet étaient devenues virales. Sa voix, sa prestance, sa résilience. Agatha était devenue un symbole de la réussite malgré les difficultés. Tout le pays savait qu'elle dînerait ce soir-là à l'hôtel Homeland, un lieu de luxe connu pour accueillir des personnalités de haut niveau. Des journalistes se massaient à l'extérieur, dans le hall éclairé par des lustres, des dignitaires se mêlaient, espérant pouvoir échanger quelques mots avec la jeune fille dont la voix apportait la guérison. Agatha sortit de la voiture noire avec élégance, vêtue d'une robe à la fois élégante et simple qui lui donnait l'air d'une princesse. Elle fut accueillie par des applaudissements. Mais alors qu'elle s'installait à la table d'honneur, une autre voiture se gara, une voiture familière. Patricia en sortit la première, vêtue de couleurs voyantes, suivie de Elvina et Daniel, qui regardaient autour d'eux comme s'ils ne voulaient pas être là. Ils marchèrent droit devant, affichant des sourires confiants. « Nous sommes sa famille », dit Patricia aux agents de sécurité à la porte. L'un des gardes fronça les sourcils. « Sa famille ? » ?»« Oui, sa mère et ses frères et sœurs. » Ils furent laissés entrer. À l'intérieur, alors que Patricia balayait la salle du regard, ses yeux se posèrent sur la fille qu'elle avait autrefois poussée dans la rue. Agatha riait doucement avec des dignitaires, sa couronne de boucles douces brillant sous les lumières de l'hôtel. La bouche de Patricia s'ouvrit. Agatha se figea pendant une seconde en les voyant, mais elle se ressaisit rapidement. Elle ne se précipita pas vers eux immédiatement. Au lieu de cela, elle continua à s'occuper des invités, posa pour quelques photos et échangea des amabilités. Pendant 1 heure, elle les fit attendre, tout comme la ville avait autrefois fait attendre devant leurs portes verrouillées. Finalement, elle s'approcha d'eux, gracieuse, posée, rayonnante. Elle sourit chaleureusement. « Bonjour, je suis désolée de vous avoir fait attendre. J'étais avec les dignitaires. » Patricia força un large sourire. « Quand rentres-tu à la maison ?» demanda-t-elle rapidement. « Ou bien ne sommes-nous plus ta famille ?» Agatha rit doucement. « Je prévois effectivement de venir, dit-elle doucement. Juste pour dire merci. » Patricia inclina la tête. « Merci, répéta-t-elle. « Oui, » Agatha dit calmement. « Pour te remercier de m'avoir envoyé dans la rue où mon destin m'attendait. » Gifle. Pas physiquement, mais émotionnellement.
Patricia vacilla sous le poids de ces mots. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle cria avant de pouvoir s'en empêcher, « Tais-toi !» Les têtes se tournèrent. Au moment où l'insulte lui échappa, Elliot et les 3 autres hommes firent irruption. Ils avaient été postés discrètement autour, au cas où. Tous les 4 étaient habillés avec élégance, maintenant fièrement connus comme les gardiens du corps d'Agatha. Elliot s'avança, calme mais ferme. « Madame, votre temps est écoulé », dit-il avec une révérence moqueuse. Les autres le flanquaient. Les yeux d'Elliot se rétrécirent alors qu'il pointait un doigt vers Patricia. « La prochaine fois que vous insultez Agatha, dit-il d'un ton aigu et bas, nous vous donnerons une leçon que vous n'oublierez jamais. » La salle était devenue complètement silencieuse. 2 responsables de l'événement, sentant la tension croissante, se dirigèrent rapidement vers la scène. « Excusez-nous, madame, ce n'est ni le moment ni l'endroit, » dirent-ils en désignant la sortie. Patricia ouvrit la bouche pour protester, mais Lavina tira sur sa manche. « Maman, partons. » Elles furent escortées dehors, silencieusement, honteusement. Agatha ne dit pas un mot alors qu'elle partait. Elle se contenta de se retourner, de marcher vers sa table et de rejoindre une conversation avec une femme du ministère de la Jeunesse. Patricia claqua la porte de la voiture alors qu'elles étaient conduites hors de l'hôtel Homeland. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'elles avaient été mises dehors, mais ses doigts s'enfonçaient dans son sac à main tandis que sa poitrine se soulevait et s'abaissait de fureur. « Elle m'a humiliée en public », cria-t-elle finalement, faisant sursauter Elvina et Daniel. « Maman, laisse tomber », murmura Daniel. « Elle est différente maintenant. Ce n'est plus l'Agatha que tu connaissais. »« Elle est toujours ma fille », aboya Patricia. « Que veut-elle dire par « merci de m'avoir envoyé dans la rue » ? On ne dit pas ça à sa mère. » Elvina ricana. « Franchement, je ne lui en veux pas. Tu l'as effectivement mise à la porte. Je me suis occupée de cette fille pendant des années et maintenant elle est à la télévision en train de faire comme si j'étais une sorte de monstre, et ces voyous me menacent comme si j'étais rien. » Elle se tourna vers la fenêtre, puis dit froidement, « Si elle pense pouvoir me couper maintenant qu'elle a de l'argent, elle ne sait pas à qui elle a affaire. » Elvina soupira. « Alors, que vas-tu faire ?» Les yeux de Patricia brillèrent. « Je vais la récupérer légalement, publiquement. J'irai devant les tribunaux si nécessaire. Je l'ai élevée. Il n'y a aucun papier qui dise qu'elle n'est pas à moi. Aucun changement de garde. Elle est mineure. Je vais la réclamer. Et quand je le ferai, je gérerai sa carrière. Elle vivra à nouveau sous mon toit. » Daniel fronça les sourcils. « Maman, tu veux la réclamer maintenant qu'elle est célèbre ?» Patricia se retourna brusquement. « Cette fille me doit tout. Chaque chanson qu'elle chante, c'est parce que je ne l'ai pas tuée de mes propres mains quand j'en avais l'occasion. Elle reviendra et quand elle le fera, je lui montrerai qui est son vrai manager. » Elvina échangea un regard avec Daniel. Ce n'était pas une question de famille. C'était une question de contrôle. L'oncle T était assis à son bureau, feuilletant l'emploi du temps à venir d'Agatha, des interviews à la radio, des apparitions à l'école, une campagne musicale de l'UNICEF. Soudain, sa secrétaire frappa et entra. « Monsieur, vous avez une visite. » Avant qu'il ne puisse répondre, Patricia fit irruption comme une tempête. « Je ne suis pas ici pour faire des drames, » dit-elle avec une politesse feinte. « Je veux juste discuter de ma fille. » L'oncle T ne leva pas les yeux du dossier. « Ce n'est pas votre fille, » dit-il calmement. « Plus maintenant. » Il leva lentement les yeux pour rencontrer les siens. « Vous l'avez abandonnée. Elle n'a même pas dormi dans votre composé la nuit où vous l'avez mise à la porte. Si vous aviez vraiment été une mère, vous ne seriez pas là en train d'essayer de profiter de ce que vous avez autrefois essayé de faire taire. » Le sourire de Patricia s'effaça. « Je porterai cela devant les tribunaux. » L'oncle T se leva, grand et imposant. « Faites-le, » dit-il fermement. « Mais souvenez-vous, vous n'allez pas seulement contre moi. Vous allez contre tout le pays qui est tombé amoureux de son histoire. Si vous voulez vous battre, battez-vous avec la vérité, pas avec des motifs tordus. » Elle le regarda fixement pendant un instant, puis se retourna et sortit en trombe. Ce soir-là,
Agatha était assise sur son lit dans sa chambre, fixant l'article de journal qui brillait sur son iPad. Une femme prétend être la mère de la star montante Agatha, demande des retrouvailles. Elle lut les commentaires ci-dessous. Certaines personnes doutaient de la sincérité de Patricia. D'autres disaient qu'Agatha était ingrate. Le monde commençait déjà à choisir son camp. Elliot se tenait dans le couloir, regardant la jeune fille silencieuse assise immobile. Patricia fait des histoires, murmura-t-il aux autres. Mais nous la protégerons, quoi qu'il arrive. Un mois plus tard, la salle d'audience était comble. Des journalistes, des militants, des représentants d'agences de talent, même quelques célébrités étaient assis silencieusement dans la galerie. Tous les yeux étaient rivés sur la femme assise avec assurance dans la boîte des témoins. Patricia. Elle tamponnait ses yeux avec un mouchoir alors qu'elle racontait de manière dramatique son histoire. J'ai élevé Agatha depuis le jour où son père m'a épousée. J'étais la seule mère qu'elle ait connue. Je l'ai nourrie, je l'ai habillée, je l'ai envoyée à l'école. Alors oui, j'étais stricte. Je la corrigeais quand elle chantait trop. Mais quelle mère ne discipline pas son enfant? Quelques murmures parcoururent la salle d'audience. L'un des juges leva un sourcil. Je ne l'ai pas abandonnée, continua Patricia, la voix montant d'un ton. Je lui ai seulement demandé d'aller passer du temps avec ma sœur, mais elle s'est enfuie dans la rue. Maintenant, parce qu'elle est à la télévision et qu'elle a de l'argent, elle fait comme si je ne l'avais jamais aimée. Le juge hocha la tête. Merci, Madame Patricia. Vous pouvez redescendre. Patricia se moucha de manière dramatique, la tête haute alors qu'elle retournait s'asseoir à côté de son avocat. Puis tous les yeux se tournèrent vers la personne suivante appelée à la barre. Agatha ma belle, veuillez approcher du banc. Agatha s'avança lentement. Sa robe était simple, élégante. Elle regarda le juge, puis laissa son regard se poser sur Patricia, assise en arrière, les bras croisés, s'attendant à être louée ou pardonnée. Agatha prit une profonde inspiration. Mon nom est Agatha. J'ai 8 ans. Je suis chanteuse et je suis aussi orpheline. Un silence doux s'installa dans la salle d'audience. Ma mère est morte en me donnant naissance. Mon père m'a élevée seule jusqu'à ce qu'il meure il y a 6 mois. Après cela, j'ai vécu avec ma belle-mère, Patricia. Son ton changea légèrement. Elle ne m'a jamais aimée. Elle détestait ma voix, me battait pour avoir chanté, me mettait à la porte, me privait de nourriture. Elle a tout fait pour faire taire ce qui me rendait heureuse. Le seul moment où je me sentais en sécurité, c'était à l'école. Une larme glissa de son œil, mais sa voix resta ferme. Le jour où mon professeur l'a appelée pour un concours de musique pour lequel j'avais été choisie, elle m'a mise à la porte. Elle m'a mise à la rue. Je me tenais à la porte avec mon sac à dos et elle m'a dit de ne plus revenir. Je n'avais nulle part où aller. Des exclamations résonnèrent dans la pièce. Elle avala sa salive. Mais cette nuit-là, j'ai rencontré 4 garçons, sans abri, brisés, durs, mais ils ne m'ont pas fait de mal. Puis j'ai chanté cette nuit-là encore et ils ont entendu quelque chose en moi. Ils m'ont emmené chez l'oncle T. Elle se retourna et pointa doucement l'oncle T, qui avait les yeux brillants. Il m'a encouragé. Il m'a laissé chanter. Et maintenant je représente le Nigeria lors de concours de musique. Elle fit un pas en avant. Alors quand vous demandez qui est ma famille, je le dis clairement. Elliot, TJ, Bruno et Smart sont mes frères. Et je choisis l'oncle T comme mon tuteur légal. Il y eut un silence. Même le juge se pencha en arrière lentement, visiblement ému. Je ne suis pas ici parce que je veux de l'argent ou me venger, ni même les biens de mon père, termina doucement Agatha. Je suis ici parce que je veux la paix, mais je ne retournerai pas dans un endroit où ma voix est un crime. Le juge se racla la gorge et parla doucement mais fermement. À la lumière des faits émotionnels, légaux et moraux présentés, le tribunal rejette la demande de garde de Patricia. Il se tourna vers l'oncle T. Agatha restera sous la tutelle de Monsieur Tindey Ibrahim, alias l'oncle T, tandis que ses frères Elliot, TJ, Bruno et Smart resteront en contact approuvé en tant que système de soutien reconnu. Ce tribunal reconnaît la puissance de la famille choisie. La salle d'audience éclata en exclamations et en applaudissements. Agatha se tourna vers l'oncle T.
Il ouvrit ses bras et elle courut vers lui. Patricia resta figée, les yeux écarquillés, les mains tremblantes. Son dernier espoir de contrôler Agatha venait d'être légalement détruit. Elvina et Daniel ne dirent rien. Même eux savaient que c'était fini. Quelques semaines plus tard, un nouveau chapitre commence. Peu de temps après la décision du tribunal, son histoire devint virale non seulement à travers le Nigeria, mais à travers toute l'Afrique. Sa voix devint la voix de la résilience. Et son nom, Agatha Mabel, résonna des écrans de télévision aux murs des écoles. Les journaux la surnommèrent la fille de la rue à la voix d'or. Mais derrière le glamour, Agatha n'oublia jamais les personnes qui l'avaient protégée lorsque le monde lui avait tourné le dos, Elliot, TJ, Bruno et Smart. Ses frères improbables, ses gardiens du corps, son premier miracle. Un soir, dans le salon confortable de l'oncle T, elle les rassembla tous les quatre. Assis devant elle avec des bouteilles de soda à la main et de grands sourires, ils ne savaient pas ce qui les attendait. Agatha se pencha en avant, ses yeux fermes mais aimants. « Les gars, commença-t-elle, nous avons parcouru un long chemin, de dormir devant les magasins à voyager en première classe. Mais je ne veux pas que notre voyage s'arrête là. » Ils échangèrent des regards confus. Elle sourit. « Nous allons tous retourner à l'école. » TJ manqua de s'étouffer avec sa boisson. « Là attends, nous ? » ?»« Oui. » Elle rit. « Vous m'avez protégé. Maintenant, je veux que votre avenir soit protégé. Retournons construisons nos cerveaux comme nous avons construit mes rêves. » L'oncle T se tenait sur le pas de la porte, les yeux brillants de fierté. « C'est la meilleure décision, dit-il. Le talent peut vous mener loin, mais l'éducation vous maintiendra là-bas. » L'auditorium de l'université était comble. Les caméras flashaient. Les familles dansaient. Les robes de graduation flottaient dans le vent comme des drapeaux de victoire. Elliot, TJ, Bruno, Smart. Tous les quatre se tenaient fièrement, robes pressées, diplômes en main. Diplômés en informatique, en droit, en communication de masse et en études de sécurité. L'oncle T pleurait silencieusement dans la foule, tenant une petite pancarte sur laquelle était écrit « De la vie de la rue à gardien du corps, puis à érudit ». Mais quelque chose de encore plus beau se déroulait juste de l'autre côté des pelouses du campus. Alors que les acclamations éclataient pour la classe de finissants, une autre foule s'était rassemblée pour célébrer l'immatriculation d'une très spéciale première année. Dans une robe simple et un maquillage minimal, Agatha avança lorsque son nom fut appelé, recevant sa carte d'identité universitaire. La même fille qui avait dormi dehors. La même fille dont la voix avait brisé les chaînes, officiellement étudiante universitaire. Pendant ce temps, ailleurs, dans un salon modeste aux rideaux fanés, Patricia était assise devant sa télévision. L'écran était divisé entre la cérémonie de remise des diplômes de 4 jeunes hommes et l'immatriculation d'une jeune fille, sa belle-fille. La voix du journaliste résonna clairement, d'une fille de la rue à une ambassadrice internationale pour l'éducation et les droits des filles, Agatha Mabel, qui poursuit maintenant un diplôme en musique et en leadership jeunesse, célèbre son parcours avec ses 4 frères qui obtiennent leur diplôme aujourd'hui. Quelle histoire! Patricia fixa l'écran, les mains tremblant légèrement, une tasse de thé intacte devant elle. Une seule larme s'échappa. Pour la première fois depuis des années, elle la ressentit. Le regret. Non seulement pour ce qu'elle avait perdu, mais pour celle qu'elle avait tenté de faire taire. Salut les meilleurs amis. Quel parcours, n'est-ce pas? Agatha est passée du rejet dans la rue à devenir une étoile montante, puis une voix d'espoir et de changement. Voici mon conseil pour vous, peu importe d'où vous partez dans la vie, que vous ayez des parents ou non, que vous dormiez dans un lit ou sur un banc, votre destin n'est pas lié à ce qui vous manque. La main de Dieu n'est pas raccourcie par votre douleur. Continuez simplement à avancer. Continuez à rêver. Continuez à croire. Leçon morale de l'histoire d'Agatha, 1. Votre douleur peut vous mener à votre but. 2. Ne faites jamais taire votre don. Ce que les autres se moquent peut être ce qui vous sauve. 3. L'éducation est un pouvoir. Construisez vos rêves et étayez-les par la connaissance. 4. Le pardon ne signifie pas revenir en arrière. Parfois, avancer est la meilleure réponse. Agatha a pardonné, mais elle n'a jamais oublié.
Elle s'est élevée au-dessus de l'amertume et est devenue meilleure. Vous le pouvez aussi. S'il vous plaît, les meilleurs amis, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner. Faites-moi savoir dans les commentaires quelle partie de l'histoire d'Agatha a le plus touché votre cœur. Je lis tous vos messages et j'aime entendre de vos nouvelles dans votre langue aussi. Je vous aime tous tellement. Que Dieu vous bénisse richement. Jusqu'à la prochaine fois, c'est votre fan qui dit, continuez à briller, les meilleurs amis. Votre étoile se lèvera aussi.